Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui rentre chez vous. Délivrez-vous pour célébrer l'intellection. Délivrez-vous pour célébrer le livre, la culture. Aujourd'hui, Marie-Alice Théard sera sur mon plateau. Mais attention, j'ouvre magistralement cette émission avec la rubrique Temps Poème. « 1er mars 1917. Je ne sais, un sens me fait défaut, une prise sur la vie, sur l'amour, sur la gloire. À quoi bon une quelconque histoire, un quelconque destin? Je suis seul, d'une solitude jamais atteinte, creux en dedans, sans futur ni passé. Sans me voir, semble-t-il, s'écoulent les instants, mais ils passent sans que leur pas soit léger. Je prends un livre, mais ce qui reste à lire déjà me lasse. Veux-je penser? Ma conclusion d'avance me fait mal. Le rêve me pèse avant d'être rêvé. Sentir a terriblement l'air du déjà vu. N'être rien, être une figure de roman, sans vie, sans mort matérielle, une idée. Une chose que rien ne rende utile ou laide. Une ombre sur un sol irréel. Un songe épouvanté. Mesdames et messieurs, Fernando Pessoa, le gardeur de troupeaux, l'un des meilleurs poètes du XXe siècle, qui a fonctionné avec plein d'hétéronymes, était donc sur le plateau Délivrez-vous. C'est un poète que je vous invite à découvrir. Place maintenant à la présentation biographique de mon invité, Marie-Alice Théard. Marie-Alice Théard est née à Port-au-Prince en 1940. Elle a grandi au Cail, la deuxième ville d'Haïti, entre terre et montagne, le regard bercé par la beauté des plages et la clarté de la végétation. Elle a fait des études en secrétariat bilingue et en hôtellerie à la Salle Université de Chicago, à Illinois, et en histoire de l'art à l'Institut français sous la direction de Michel-Philippe Lorbourg. Pendant environ 10 ans, elle a animé sur Canal Bleu une émission artistique et culturelle assez prisée, Kiskeya, l'île mystérieuse, qui a vu défiler sur le petit écran des personnalités emblématiques de la production littéraire et artistique du pays. Galériste et commissaire d'exposition à Festival Art, galerie qu'elle a créée dans les années 1980 et qui promeut la peinture haïtienne. Elle est aussi poète, romancière, critique d'art et essayiste. Docteur honoris causa in Humanities, membre de l'Association internationale des écrivains, de l'Association internationale des critiques d'art, du Metropolitan Museum of Art, New York, et de l'International Biographical Center de Cambridge, Angleterre. Elle a publié des études importantes sur l'art contemporain haïtien. En 1998, elle fait paraître une anthologie sur l'art regroupant 117 femmes et 40 artistes peintres autour des événements vécus entre 1986 et 1998, titrée Haïti, la voix de nos silences, créativité, complexité, diversité, 117 femmes haïtiennes écrivent. Elle est l'auteur de 4 recueils de poèmes, Cris du cœur, 1987, Au pays du soleil bleu, 1997, Au pays des doubles, 2000, et Le temps, parole à dire, 2007. Elle est également l'auteur de 7 tomes d'histoires insolites publiés entre 2000 et 2007.
En 2013, Marie-Alice Théard a publié aux éditions Henri Deschamps un important volume sur l'art féminin en Haïti intitulé « Présence féminine dans l'art haïtien » qui se veut une réflexion critique colossale sur la place et l'apport des femmes haïtiennes dans la création artistique. Son dernier roman Star, véritable plongée dans l'histoire nationale du 19e siècle, a paru en décembre 2016 dans la collection Voix féminine de Lègue Éditions. Marie-Alice Théard, Star, Lègue Édition. Page 156, poème sur le ruban d'absence. Ô mon amant des riches heures et d'étoiles d'argent posées sur le ruban d'absence. Je frissonne à la pensée de la stupéfiante beauté de nos deux corps enlacés au fait de la flamme de nos indociles épousailles. Ô mon amant, des douces alluvions de la mer Caraïbe, toi si intime et toujours réinventé, que les saisons soient de tumulte ou de carême, les voyages dans tes bras sont de dentelle et de fils de soie mêlés. Ô mon amant, de toutes les complétudes et de mes refus d'attente, au creux de tes reins, les caresses indiscrètes se font de tendresse et de coulis de miel. Homme de toute beauté, ma coupe est pleine de toi lors du festin des dieux. Mesdames et messieurs, voici l'énergie que je reçois sur mon plateau. À délivrez-vous, Star, Marie-Alice Théard, qui a derrière elle une production des plus importantes. Petites histoires insolites, 5 tomes. Cris du cœur, recueil de poèmes. Au pays du soleil bleu, encore des poèmes. Au pays des doubles, poèmes et réflexions. Haïti, la voix de nos silences, réflexions en 4 tomes. Zéro tolérance, récit. Yam, récit véridique. Présence féminine dans l'art haïtien, critique d'art et Star que nous avons sur ce plateau. Madame Théard, est-ce qu'il y a beaucoup de bonheur dans ta vie? Tu vois, je commence par le tutoiement. Et je réponds par le même tutoiement. Donc, nous allons voguer sur le tutoiement. Est-ce qu'il y a beaucoup de bonheur? Oui. Mais qu'appelle-t-on bonheur? Qu'est-ce que c'est qu'un bonheur? Est-ce que le bonheur est bleu déjà, vu que tu es tout en bleu? Oui, le bonheur peut être bleu. Et ce qui est intéressant avec le bonheur, c'est qu'il sort de rien. Le bonheur, ceci peut être une illusion, ceci peut être une façon d'être, et on peut décider d'être heureux. Et on peut du malheur tirer du bonheur. Ça, c'est pas mal comme approche. Comment peut-on épuiser le malheur afin qu'il donne du bonheur? Je ne voudrais pas rentrer là-dedans puisque ce n'est pas là notre propos d'aujourd'hui. Absolument. Mais je vais quand même avancer ceci. J'ai perdu il y a 1 an, dans quelques jours, l'un des maillons de ma chaîne d'amour, l'un de mes fils très aimés, mon fils aîné. Et avec lui, après son départ, j'ai entrepris un voyage dans un autre monde. Et j'ai découvert l'immense bonté de Dieu. Et ce que l'on appelle l'amour, l'amour intrinsèque, ce fil que l'on ne peut détruire entre deux êtres. Et je me suis rendu compte que finalement cet amour-là pouvait pallier à tous les malheurs. Donc l'amour, c'est donc ce sentiment qui est également au cœur de ce roman. Parce que l'amour, c'est le bonheur. Parce que l'amour, c'est le bonheur. Voici une perspective intéressante. Parce que même quand physiquement l'être s'en va, comme ça a été le cas pour mon fils, qu'il a entrepris un voyage autre que le nôtre, nous pouvons, au fil de cet amour, reconstruire un certain bonheur quand on l'a raté sur Terre, ce que nous appelons la Terre. Star, c'est donc un roman tout en rose, avec Vévé sur la première de couverture. Le Vévé d'Izuli. Le Vévé, comment? D'Erzuli. D'Erzuli. Erzuli Freda. Erzuli Freda, que tu as cité à un moment, Oui. avec un passage que j'ai mis sur mon statut WhatsApp, vu que c'est la technologie qui veut ça. C'est donc cette déesse de l'amour qui est au cœur de ce roman, parce que Star, c'est une femme qui aime. C'est une femme qui aime comme elle ne devait pas aimer. C'est une femme qui aime à une époque où il ne fallait pas aimer comme ça. Oui, elle n'était pas de mode. Et elle a décidé qu'elle allait lancer la mode. Pour moi, Star, c'est l'exemple vivant
vivant de ce que nous appelons le féminisme. Pour moi, Star représente une des premières femmes haïtiennes à non seulement parler, mais illustrer le féminisme. Parce que pour moi, le féminisme, ce n'est pas aller à l'encontre de tout ce qui est misogyne et se dire qu'on va faire sans, on va faire différent. Pour moi, féminisme veut dire faire avec pour évoluer, justement dans le bon sens, pour évoluer dans ce qu'on appelle le succès de l'harmonie entre les êtres intelligents. C'est une dynamique collaborative entre hommes et femmes. Oui, entre êtres humains. Page 42. Ainsi disait-on sur le passage de cette magnifique jeune fille à la fière allure, sous les lourdes boucles blondes flottant librement jusqu'au creux de ses reins, svelte, grande, la taille bien prise, le cou gracile, soutenant une tête au port élégant, le visage ovale aux traits réguliers, parsemé de quelques taches de rousseur, terminé d'une fossette mentonnière, la bouche aux lèvres pulpeuses sous un nez busqué, le sourire légèrement moqueur, les dents d'une blancheur éclatante, le regard d'un bleu profond et pétillant de malice faisaient le délice des admirateurs. Star, c'est donc une femme d'un grand charme. C'est une Erzulie. Et d'une très forte sensualité. Elle était femme et elle avait également une tête bien pleine. Oui. Elle était multilingue, elle était scientifique, elle était brillante, mais tout ce que l'on voit là ne pouvait cacher cette volupté qui était sienne. Et on va le voir tout au long du livre. C'est vrai que ça fait toute la particularité psychologique de cette jeune femme qui peut être, autant qu'elle puisse être magnifique, autant qu'elle peut s'attacher aux choses de l'esprit. C'est une femme qui menait des recherches sur l'électricité quand même. Oui, à l'époque. Et ceux qui pratiquaient cette recherche-là étaient souvent classés de diaboliques. Elle ne l'était point. Elle était quand même soutenue par un père. Et la figure du père a traversé tout le roman. Ce père qui malheureusement a essuyé quelques déceptions par rapport aux choix amoureux de Star. Mais il faut dire que Star a été soutenue dans toute sa démarche intellectuelle par son père. Est-ce que pour décaler la chose... Tu l'as bien dit, intellectuel. Intellectuel. Parce que ça ne va pas aller plus loin. Est-ce que ça correspond un peu à ta vision du transfert de savoir? Est-ce que tous les pères doivent être, du point de vue du soutien intellectuel, comme le père de Star? Je ne dirais pas. Parce que pour qu'une société soit équilibrée, il faut des choix multiples et des gens multiples, avec des consciences différentes. Le père de Star représentait l'homme du 19e siècle. Là, on était sous le gouvernement de Boyer. C'est tout au début de cette indépendance que nous avons si chèrement payée. Et il a bien fallu des gens comme ça pour que ce pays avance et qu'on fasse un pied de nez à ce que l'on disait, c'est-à-dire que nous n'étions que la résultante de la souffrance, de la sous-humanité, qu'on ne réussirait jamais rien. Donc il fallait prouver à l'étranger qu'on pouvait faire autrement. Tel était le cas de Henri Christophe au Cap-Haïtien, qui va avoir cette cathédrale qui est la citadelle, cette majestueuse construction qui va impressionner le monde et qui l'impressionne encore. Donc il faut aller dans la couleur locale pour vraiment comprendre que ce père était à sa place. Actuellement, est-ce qu'il faut avoir un père identique à ce père-là? Je ne pense pas. On va continuer à feuilleter ce roman. En y mettant les pieds, le marquis, donc le père de Star, savait qu'il le subirait ou le construirait ce fameux destin. Il ne tarda pas à se faire de solides amitiés. Extravagant, rebelle, libre penseur, cultivé, généreux et curieux de tout ce qui touche à la science, bien qu'il se fût adapté aux mœurs de l'île et qu'il se fût laissé gagner par la mystérieuse atmosphère planant sur tous, il était habité d'une telle joie de vivre qu'il bouleversait par ses soirées animées le calme de cette partie sud de l'île, si différente du nord, connue pour ses mondanités. Si l'élite urbaine d'Écaille, de Jérémie et de Cavaillon était cultivée, elle se nourrissait encore des préjugés d'avant l'indépendance. On devait parler français
et se conduire selon les principes de la galanterie du XVIIIe siècle français pour être acceptés dans les salons. Donc déjà au XIXe siècle, ce complexe sociolinguistique par rapport aux Français existait déjà. Pour être intello, il fallait parler français. Oui. Et malheureusement, ceci est toujours de mise chez nous. Nous avons malheureusement ce complexe-là. On dit toujours de celui-là qui s'exprime en français qu'il est mieux éduqué, ce qui est faux. Parce qu'il y a une énorme différence entre la culture et l'instruction. Et c'est ce qui me fascine chez mes semblables haïtiens, c'est de voir jusqu'à quel point nous sommes hautement cultivés. Et ceci est beau à expérimenter. Mais revenons à Star. Oui, mais Star est toujours là, mais il y a quand même beaucoup de phrases à contenance philosophique qui m'ont vraiment pris à la gorge comme ça. Quand tu écris « L'impensable s'inscrit dans le journalier ». C'est chose courante. Ça arrive tous les jours. C'est ce que nous appelons les hasards heureux ou pas, ou les accidents de vie. Mais nous avons tendance en Haïti, puisque nous vivons toujours dans le merveilleux, à ne pas faire attention à l'impensable. On l'appréhende sans même se rendre compte de la valeur de l'événement. Maintenant, sur le principe des valeurs et sur l'implication des femmes au sein de cette société du 19e siècle. Les femmes étaient les meilleures commerçantes et certaines avaient un grand pouvoir de décision dans les affaires de la cité. Ces vertus féminines devaient certainement peser dans la balance qui poussait les étrangers à se mettre en ménage avec elles. Les Blancs ne pouvant se marier à une femme du pays sans lui faire perdre ses droits d'héritière haïtienne, les étrangers pouvaient cependant utiliser les femmes du pays comme prête-nom pour leurs affaires. Ça, c'est lié au contexte également, où aucun étranger ne pouvait posséder de biens immobiliers, de terrains en Haïti. Le foncier était interdit aux étrangers. C'est une habitude que nous avons charriée jusqu'à la période que nous vivons actuellement. Beaucoup d'étrangers rentrent en concubinage avec des Haïtiennes afin de pouvoir faire l'acquisition de certains biens. Et nous avons également une société matriarcale. On a beau parler de misogynie, mais en réalité, chez nous, la femme a toujours et donne encore le là. Souvent, un homme haïtien va vous dire « il faut que j'en parle à ma femme ». Oui. Et je vois que ceci est de mise aussi ailleurs de plus en plus. Est-ce que c'est une influence haïtienne? J'ai entendu un président de la République d'un pays très avancé la semaine dernière dire à ses ministres « ah, je vais en parler à ma femme ». J'ai trouvé ça succulent. Parce que déjà, j'imaginais dans quelle position il allait se mettre pour parler à la femme. Et ce qui allait en résulter. Mais si ça se trouve, c'est dans une position toute horizontale qu'ils allaient en parler. Ça dépend de l'urgence de la chose. Des fois, c'est vertical. Bon. Mais pour revenir à Haïti, les femmes ont toujours eu vraiment la bosse des affaires. Actuellement, si vous faites un tour d'horizon, vous verrez que le secteur que nous avons appelé informel pendant si longtemps est devenu plus ou moins formel avec les Madame Sarah, mais ces Madame Sarah, ce sont elles qui portent la colonne vertébrale de l'économie haïtienne. Si elles décident de faire grève pendant une semaine, nous sommes foutus. Hein? Haïti peut fermer porte. Et nous ne faisons pas assez attention à ça. Ce qui m'épate aussi, c'est de voir cette atmosphère de convivialité que les femmes haïtiennes arrivent à créer autour d'elles. Surtout dans les marchés, par exemple, les grands marchés. On voit cette femme-là qui se fait un défrisage, une autre qui se fait faire les pieds, les mains, et puis les hommes donnent un coup de main. Mais finalement, ce sont ces femmes-là qui mènent l'opération. Et il faut dire, pour retourner maintenant à l'époque où l'histoire se déroule, paradoxalement, on donnait de la valeur, nous sommes là après l'indépendance d'Haïti, sous le gouvernement de Boyer, on donnait de la valeur à des choses apparemment futiles.
Les cheveux avaient une importance capitale. Une femme ne pouvait assister à un bal que si elle avait des cheveux longs et plats. Ça, je l'ignorais totalement. Eh bien, mais là, on a mis fin à la chose. Actuellement, on peut avoir les cheveux qu'on veut de la minute qui suit. Ouais. Mais là, à cette époque, il fallait avoir des cheveux longs et plats. Et puis la façon de s'habiller aussi. On portait les imprimés à fleurs ou à grands carreaux, des capelines et des madras ou grands foulards. Mais là, c'est une élite riche, bourgeoise qui pouvait s'habiller comme ça. Absolument. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce que nous appelons les mulâtres, les métis, avaient hérité de pas mal de biens au départ des étrangers, au départ des colons. Et ils avaient même tendance à devenir colons eux-mêmes, ce qui est déplorable. Et avec des petits détails, mais vraiment succulents, par exemple, la couleur jaune était réservée à des privilégiés. Sait-on pourquoi il y avait toute cette symbolique autour du jaune? Peut-être parce que c'est un symbolisme de la lumière, que les privilégiés seuls avaient droit à la lumière, alors que le soleil brille pour tout le monde. Et que très souvent, le vrai bonheur se passe ailleurs que sous le jaune. Alors, on parle de mulâtre, on parle de métissage. Est-ce que tu te considères comme une mulâtresse? Ce serait difficile, parce que je me considère comme le résultat d'un creuset où se sont mélangées toutes les races de la terre. J'ai les yeux légèrement bridés, j'ai un nez épaté pour mieux vous sentir, mon enfant. J'ai la peau basanée et... Les cheveux longs? Quand je suis en joie, quand j'ai de grandes douleurs, je vis tout ça en créole. Je suis négresse jusqu'au fond de moi. Et je jouis en toute négritude. Donc, je ne sais pas. Pourtant, je vais boire du champagne sous les lustres, mais je vais également, sous un péristyle, danser. Ouais. Malheureusement, les lois ne veulent pas m'habiter. J'aurais aimé être habité par un loi, non. Et je suis allée jusqu'en Afrique pour savoir qui j'étais. J'ai fait toute la côte ouest. Bénin. Et toute la côte ouest. J'ai vécu longtemps au Togo. Il m'est même arrivé, parce que je suis aussi couturière, c'est une de mes professions. J'ai habillé la femme du président Adema, et Yadema, au Togo. Et j'ai assisté à beaucoup de cérémonies, mais je suis une simple Egba. J'ouvre les portes. J'ai une galerie d'art depuis 35 ans. Festival Arts. J'ai découvert beaucoup d'artistes. C'est malheureux que je répète G ou je. Cependant, je dirais que ces artistes ont fait de ma galerie une maison à succès. Parce que chez moi, on n'est pas obligé de venir acheter, comme tu t'en es rendu compte. On a des fauteuils où on peut se laisser râler, causer. L'espace est agréable. Il y a de la place pour tout le monde. Et voilà ce qui a fait le succès de ma galerie. Et surtout, je pense que nous sommes un peuple ayant besoin de rêver. Et chez nous, nous n'avons jamais eu de complexe de complexion. Un blanc, c'est un étranger. Et dans mon livre, je le dis, un blanc, ce n'est pas quelqu'un qui a la peau claire. Car il arrive que mes employés me disent « Ah, madame, nous avons un visiteur, c'est un blanc noir. » Donc, le blanc noir, c'est l'étranger qui est noir. Donc, le blanc, c'est l'étranger. C'est vrai que le blanc, dans le parler haïtien, oui. Ce n'est pas une couleur de peau, c'est vraiment celui qui vient de loin. Donc, moi, je descends de Star et du mari de Star. Et plus avant dans le roman, tu vois ce qui s'est passé. Donc, je ne me considère pas mulâtresse, je ne me considère pas noire, je ne me considère pas blanche, je me considère femme. J'aime être femme. Mais j'aime l'emphase sur le fait j'aime être femme. Femme, oui. Démesurément femme. Mesdames et messieurs, Star, Marie-Alice Théard est sur le plateau. Délivrez-vous le temps de votre première respiration à cette émission. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile.
La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, damoisous, damoiselles, chers amis DLV, des livres et vous, vous savez, on n'a jamais vu quelqu'un mourir parce qu'il aimait lire. Et aujourd'hui, je vous invite à lire Star de Marie-Alice Théard, publié chez Leg Éditions. Nous sommes au 19e siècle haïtien. Nous sommes après l'indépendance, nous sommes avec Boyer comme chef d'État et Star est une jeune femme de haute naissance, pour reprendre la formule de l'auteur. Mais il y avait des interdits pour des femmes de cette condition-là. Je suis à la page 50. Une allure racée était indissociable de la caste dans les cercles mondains. Les gens de haute naissance traitaient les autres avec une certaine condescendance. Une blanche qui épousait un noir recevait un bien cruel traitement. Elle était bannie de la société des aristocrates. Sur cette île, chacun menait son propre combat. La vocation domestique était celle des femmes. Agir autrement était une gagueur. Nous sommes Marie-Alice au 19e siècle haïtien. Voilà, c'est l'époque, c'est ce que ça donne. Est-ce que maintenant, en 2018, est-ce que les gens de haute naissance en Haïti traitent les autres avec une certaine condescendance? Je ne pense pas que nous ayons des gens de haute naissance. C'est périmé, ça. Comme on dit en anglais, it's obsolete. Ça, c'est plus de mise. Ce que je dirais, c'est que la femme haïtienne, dans son allure, a une façon de faire, surtout quand elle veut plaire à un homme, pour se faire désirer. Bon, mais si on doit parler de caste et de clan, je ne peux parler qu'en mon nom. Ce que j'ai remarqué, c'est que chez nous, de plus en plus, on a moins tendance à faire attention aux choses de l'esprit. On donne trop d'importance à l'apparence. On donne trop d'importance à la futilité. Actuellement, nous élevons des enfants, mais quels sont nos exemples? Plus on est médiocre, maintenant, mieux ça vaut. La médiocrité occupe le haut du pavé. Et je pense que ce que nous devrions avoir justement comme complexe intéressant, c'est de mettre en valeur cette culture qui est nôtre. Quand on parle de culture, automatiquement on parle religion. Quand on parle religion, on parle du vaudou, et quand on parle du vaudou, on parle de Satan. Alors qu'il y a une différence entre le vaudou, la superstition, entre le vaudou, Satan. Il faudrait peut-être décanter les choses, parce que là, on a une société qui se meurt. Comment peut-on parler de haute naissance? Quelle haute naissance? Puisque tout le monde est mélangé chez nous. Nous n'avons pas de révolution. Pourquoi? Est-ce que c'est vrai que tout le monde est mélangé ici, Marie-Alice? Absolument. Est-ce qu'il n'y a pas de castes? Est-ce qu'il n'y a pas de clans? Est-ce qu'il n'y a pas... Apparemment. Apparemment. Parce que quand on va à Soukri ou à Souvenance, on est étonné de voir qui est là. Tous ceux-là qui se disent occupants de ce que l'on aurait appelé élite, car pour moi, une élite représente des gens qui n'ont aucun complexe, des gens qui sont humbles, des gens qui sont modestes et des gens qui sont pour un partage équitable. Mais ce n'est pas le cas. Donc nous ne pouvons pas parler de haute naissance ou... Non. Non. Et le mélange vient justement du fait que nous sommes encore polygames. Il faut appeler un chien. Celui-là qui a une femme bourgeoise, c'est la mère de ses enfants, mais sa femme douce, elle n'est certainement pas de ce clan. Rarement, elle sera de ce clan. Bon, moi, c'est une chose qui m'amuse parce que je fais partie de tous les clans. Et du coup, tu vois ce qui se passe un peu. Et du coup, je me dis, mais la vérité, qu'est-ce qu'elle est?
La vérité, c'est que nous sommes tous à la recherche d'un équilibre émotionnel. Et nous n'atteindrons pas cet équilibre si nous donnons de la place à ces complexes ridicules. Ce n'est plus de mise, car quand on remonte la lignée des nobles, n'importe qui, à cette époque, pouvait devenir noble. Il arrivait au roi d'anoblir un laquais. Donc la noblesse, finalement, c'est quoi? C'est ce que la noblesse, Soulouk avait beaucoup fait. Cette élégance intérieure qui vous porte à aller vers l'autre, à partager avec l'autre ce que vous avez reçu. Car si vous ne le faites pas, vous vous sclérosez et vous n'êtes qu'un laquais. Et cette élégance intérieure porte à aimer simplement, à archiver les délires de l'imaginaire. Au bout de la nuit des absences, de la distance et des silences, franger les dérives de l'âme pour sublimer la pureté de nos gestes de séduction, dans le raffinement et l'élégance de nos mots de volupté, pour aimer simplement. Qu'est-ce que aimer simplement, Marie-Alice Théard? Aimer simplement, c'est l'exemple que donne Star, qui est une lettrée, une intellectuelle, une scientifique, et qui va tomber amoureuse d'un homme qui n'a pas de nom. Baptiste n'a pas de nom. Baptiste n'a pas de nom de famille, en effet. Baptiste n'est absolument rien socialement, parce qu'il est noir comme la nuit. Il n'est pas un homme qui sait lire et écrire, puisqu'un esclave n'était pas censé savoir lire et écrire, et il est fils d'esclave. Ne voulant prendre le nom de l'ex-propriétaire, du colon, il n'a pas de nom. Et que va faire Star? Elle va tomber amoureuse de cet homme-là. Ce n'est pas l'amour passion, ce n'est pas l'amour éperdu. C'est l'amour avec un A majuscule. C'est l'amour générosité, c'est l'amour partage, c'est l'amour fusion. C'est aimer l'autre pour ce qu'il est. Oui. Et non aimer l'autre pour le réduire à nous. Et voilà pourquoi je suis là. Donc je suis moitié Baptiste, moitié Star. Comment pourrais-je dire que je suis de haute ou de basse extraction? Je suis à l'équilibre. Je suis haïtienne. Je suis noire. Je suis femme. C'est ce qui doit prévaloir, démesurément femme. Alors, il faut quand même situer géographiquement ce récit, l'histoire de vie de Star et son amour interdit avec Baptiste qui est noir et elle qui est de, entre guillemets, haute naissance. Qui est noir illettré. Noir illettré sans nom de famille. Pas beau. Pas beau. Petit. Petit. Et Star qui est magnifique, un charme envoûtant, qui va tomber amoureuse de cet homme-là. Ce qui est pour le père une grande déception. On ne dira pas ce qui s'est passé, les gens vont acheter le roman, les gens vont le lire et vont apprécier ce que nous autres, nous avons pu apprécier. Mais tout se passe un petit peu au sud d'Haïti. Tout se passe à Cavaillon, les Cailles. Et les relations entre blancs et noirs étaient des sujets tabous dans la ville de Cavaillon. Cependant, j'ai aimé ce passage. C'est ce que j'ai mis sur mon statut WhatsApp. Dans la touffeur des sous-bois, à l'ombre du Mapou, cet arbre géant qui rappelait le baobab d'Afrique, en bordure des ondes d'argent, tous les tons se métissèrent et les corps s'en mêlèrent dans le plaisir ou pour une fête de l'amour. On oublia alors jusqu'à la violence des opinions politiques et les outrances des turbulences historiques, la tension des classes sociales selon les degrés de couleur, les différences de teint, voire de race, et tous les préjugés se changeaient en attirance sexuelle. Erzulif Reda, déesse de l'amour et de la sensualité dans la religion vaudou, avait seul droit de citer. Y avait-il, au risque d'une mésinterprétation, Marie-Alice Théard, y avait-il des partous, des orgies entre noirs et blancs à cette époque-là où ces relations-là étaient interdites, où tout se passait à l'ombre d'un arbre géant? Non, je ne pense pas, parce que j'ai dû faire beaucoup de recherches pour respecter justement la couleur locale. Et je profite de l'occasion pour remercier Michel-Philippe Lerbourg qui m'a ramené de la Bibliothèque de France beaucoup d'informations que nous n'avions pas ici disponibles. Et ces gens étaient prudes et hypocrites. Tout pouvait se passer sous les boisseaux, la nuit,
ou à l'heure où le soleil se couchait, mais en plein jour, non. C'est-à-dire que cette société-là ne connaissait pas les partous. Mais on pouvait, comme le père de Star le lui a dit, on n'épouse pas un noir, mais tout un chacun pouvait justement jouir intensément avec un noir. Donc, le noir était utilisé comme fusible sexuel. Qui utilisait qui? Je me suis toujours posé la question quand je lisais des livres sur l'esclavage. Finalement, qui utilisait qui? On dit toujours que le blanc a utilisé l'esclave, mais on ne s'est jamais posé la question. Est-ce que l'esclave lui aussi n'a pas utilisé le blanc? Car quand on faisait appel à un nègre de talent pour se faire peindre ou pour faire de la musique, qui était le maître et qui devenait l'esclave? Qui menait le jeu? Il y avait temporairement une transmutation statutaire. Absolument, absolument. Donc je refuse d'admettre le fait que ces noirs étaient utilisés. Et je cesserai de dire noirs, je dirais ces gens-là. Mais Marie-Alice, dans le sens où ils étaient utilisés quelquefois sans leur volonté. Mais on a eu absolument. Ouais. Et ça a été le cas aussi pour les Blancs. Parce que ce que j'allais avancer, c'était le fait que beaucoup de Blancs se sont laissés perdre pour les yeux ou le derrière, l'arrière-train d'une Noire. Faut pas oublier ça, hein? Ouais. C'est vrai que les négresses... Et pas seulement en Haïti, c'est partout. Et ce que j'ai remarqué depuis des années, depuis que j'ai ma galerie, quand on a une galerie d'art, c'est comme la gare Saint-Lazare, tout le monde passe. Ouais. Bon nombre d'étrangers que j'ai vus arriver avec leurs petites femmes. Noires. Les petites femmes sont reparties et ces étrangers-là vivent ou épousent des Haïtiennes. Et je me dis qu'il suffit de prendre l'odeur d'une femme haïtienne et puis on devient fou. Alors, je peux en attester en effet. Qui utilise qui? Je peux en attester en effet. Mais pour reprendre l'histoire de Star, malgré toute son intelligence, sa culture générale, grâce à son intelligence et par sa culture générale, elle est devenue une femme faisant fi des complexes de cette société-là pour vivre heureuse avec l'homme qu'elle avait choisi. Et on va voir ce qu'elle va assumer. Absolument, elle a subi beaucoup de pression. Mais ce que j'allais dire en amont, c'est que le père lui dit, c'est la pression qu'elle subissait parce qu'elle a quand même monté tout un stratagème. Le père pensait que Star ne s'occupait que de sciences, que d'électricité, que de recherche scientifique, alors que Star avait depuis plusieurs années un amoureux discret, un petit noir, tranquille, qu'elle se passait comme ça sous les dents. Les exigences... Elle avait surtout un homme. Ouais, dans sa vie. Nios. Ouais. Un homme. Donc quand on parle de féminisme... Parce qu'il y avait engagement émotionnel. Quand on parle de féminisme, on doit s'assurer d'être une femme sexuellement aboutie. Ah ouais, je voudrais que tu reprennes cette phrase. Je la trouve exquise. Oui. Si vous n'êtes pas sexuellement abouti, si vous n'aimez pas les hommes, ne parlez pas de féminisme, car vous ne savez pas de quoi vous parlez. Il faut goûter au sucre masculin pour pouvoir nourrir son féminisme. Pas goûter, s'en régaler, en baver. Définitivement, c'est ce qu'il faut faire pour être féministe. Je partage totalement ce point de vue. Hein, mais vraiment, du sucre, il y en a partout à Télé-Caraïbes pour toutes les féministes. Mais le père met la pression. Le père dit, les exigences de mon rang veulent que j'ai des héritiers pour assurer la longévité de notre famille. À cette époque, il fallait des héritiers et les femmes subissaient beaucoup de pression. Que peut-il vouloir de plus? Dans sa tombe, il doit être bien content. Est-ce qu'il y a un lien généalogique réel entre Star et toi? Oui. Ça, c'est l'histoire de mes deux trisaëls. J'ai l'arbre généalogique. Mais c'est une forte tête, hein, cette trisaël. Regarde-moi. Alors, c'est un roman entrecoupé de passages poétiques, ce qui fait un peu toute son originalité, ce qui fait un peu une ligne esthétique particulière. Pourquoi entrecouper le propos romanesque de passages poétiques? Est-ce que
dans ton travail d'écrivaine, il faut de la poésie pour tenir la main du roman? Je vais aller plus loin. Je dirais que je suis d'abord et foncièrement orientée vers la poésie. L'extase sensorielle, je la trouve dans ma poésie. Pour moi, la poésie est au bout du souffle de toute création chez moi. Voici pourquoi et la en poésie écrivant est... Star, j'étais, comme on dit en créole, amoureuse tête en bas d'un homme que j'ai connu 3000 ans avant Jésus-Christ et que j'ai retrouvé dans ma vie. Voilà pourquoi j'ai publié Yam, qui est mon histoire avec cet homme-là. Et je me suis dit peut-être que Star a vécu la même chose. D'autant plus que dans cette vie, cet homme était 20 ans plus jeune que moi, de 20 ans plus jeune que moi. Et on a repris notre histoire là où on l'avait laissée 3000 ans avant Jésus-Christ dans l'Égypte ancienne. Et les poèmes qui sont là, ce sont les poèmes que j'ai écrits pour cet homme-là. Magnifique. Ça, c'est ce qui s'appelle aimer. Hein? C'est un hommage à Star. Un hommage à Star. Mesdames et messieurs, Star, Marie-Alice Théard, Star, jeune femme de la haute société du 19e siècle haïtien, qui va tomber amoureuse d'un nègre, ce qu'il ne fallait pas faire. Nous sommes entre Cavaillon et la ville d'Écailles. Marie-Alice Théard, habitée par Erzuli, pilote tout le processus. Leg Édition est dans le complot. Mesdames et messieurs, Marie-Alice Théard a d'autres talents. Marie-Alice Théard sait faire parler les cactes. Après cette respiration, on va passer à un passage extraordinaire dans cette émission. Vous n'aurez pas la Marie-Alice écrivaine, poétesse et femme, démesurément femme comme elle aime le dire. Ce sera Marie-Alice Théard avec ses cactes pour lire l'avenir. Qui sait? Allez, respirez. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, Délivrez-vous vient de prendre son ticket pour un voyage astral, pour une connexion métaphysique. Délivrez-vous veut saisir le temps comme si on pouvait le plier, comme si ça pouvait se passer par un jeu de cartes. Marie-Alice Théard n'a pas que le chapeau de l'écrivaine, de la poétesse. Regardez ma table, regardez le dispositif de madame et des choses vont se passer. Nous sommes à ce moment dans le film où je me tais, madame Théard. Mais oui, on va vers la cartomancie intuitive. Alors pour les téléspectateurs, c'est quoi la cartomancie? La cartomancie, c'est, bon, ça dépend de qui la pratique. Chez moi, je dirais que c'est un don que nous avons reçu de génération en génération. Actuellement, nous sommes 3 cousines à pratiquer la cartomancie. L'une de nous a étudié les tarots. Elle est tarologue. C'est son baba, son dada. Une autre a étudié les cartes, que nous appelons les cartes à jouer, qu'on utilise dans les casinos. Ce sont ces cartes-là. Les cartes simples. Ou pour jouer au bridge. Et tout ce qu'on veut, voilà. Oui, disons que c'est ça. Quant à moi, étant descendante de la vieille Égypte, comme je t'ai dit, j'ai vécu 3000 ans avant Jésus-Christ en Égypte avec l'homme que j'aimais. J'ai retrouvé cet homme dans cette vie. On a repris la relation là où on l'avait laissé. Et à l'époque, je le raconte dans mon livre, Yam. Quand je l'ai rencontré en ancienne Égypte, j'étais déjà cartomancienne. C'est ce que je faisais. Je disais la bonne aventure, j'étais très pauvre, je vivais dans le sable. C'était comme ça.
Là, maintenant, j'ai un autre statut. Socialement, je suis historienne de l'art, je suis mais le don est là. Le don a traversé le temps. Donc la cartomancie permet de lire l'avenir. Non, ce n'est qu'un médium. Là, tu verras que j'ai 2, 4, 6, 7 jeux de cartes. J'ai la boule de cristal qui me permet effectivement de voir certaines choses. J'ai la pyramide en cristal qui permet à l'énergie positive d'être filtrée et qui éloigne l'énergie négative de moi. Mais tous les messages me viennent de vous, vous autres qui venez en consultation. De ce que vous ressentez. En réalité, non, je n'annonce rien. Vous me parlez. Vous ne vous rendez même pas compte de cela. Vous me parlez. La carte, c'est le fil entre vous et moi. C'est comme quand on parle au téléphone à quelqu'un, les ondes charrient les messages. Donc, disons que ce sont des SMS que vous m'envoyez, puisqu'on reste dans le moderne. Et les messages cartes, WhatsApp. Oui, mes cartes me disent, voilà ce qu'il te dit. Voilà. Et très souvent, quelqu'un va me dire, je suis venu te voir pour ma paire de chaussures qui n'est pas confortable. Et je lui dis, mais non, tu as tout simplement mal au dos. Mais je n'ai jamais dit à personne que j'avais mal aux dents. C'est une chose que je cache, puisque ça fait cochon, ça fait mal propre. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est l'intuition qui sert de canalisateur. C'est un canal. Et c'est Dieu qui donne. Ce sont des grâces. Alors, faire des simagrées, se mettre des accoutrements, dire qu'il faut avoir une salle qui est comme ça et comme ci, pour moi, c'est de la frime. Le message passe parce que celui qui est le consultant ou celle qui est la consultante m'envoie le message. Donc là, on va s'y mettre. Souvent, mes cartes impressionnent parce qu'elles sont différentes de celles que l'on voit d'habitude. Voilà, les images sont un peu impressionnantes, mais il ne faut pas vraiment se laisser attraper par ça. Je vais te demander de mélanger tes cartes. Avec plaisir. Pour enlever l'énergie de la personne qui est passée avant. Ah ben voilà la fonction. Et puis il y a aussi la formule femme actuelle dessus quand même. Toujours le mot femme. Ce sont des cartes qui m'ont interpellée. Je les ai adoptées. Alors, c'est mélangé. Tu étales tes cartes. Très bien. Et en général, quand on vient en consultation chez ce que nous appelons un mage ou quelqu'un qui peut lire l'avenir, en réalité, on ne lit pas l'avenir. Nul ne connaît l'avenir. Les cartes peuvent aider. Les cartes proposent. Nous restons avec notre libre arbitre et nous prenons nos choix. Nous faisons nos choix et nous assumons nos choix. Mais quand nous venons rencontrer quelqu'un, il y a toujours une préoccupation première, il y a quelque chose qui nous préoccupe davantage. Donc, je vais avoir cette chose-là, je prends une carte. Voilà, sa préoccupation première au très beau garçon en face de moi, c'est qu'il se sent sacrifié, il a eu un problème plutôt grave, mais qui peut être solutionné. En réalité, au fond de lui, il est emmerdé. Il y a une affaire de femme, il n'est pas trop content et il y a une autre affaire matérielle qui n'est pas résolue. Et on va voir ce que c'est. On va voir. Si c'est sur le plan de l'amour, il va me donner une carte concernant ses affections. C'est évident, il est en pleine rupture affective. Il me donne sa situation économique. Et pourtant, il traverse une période de chance économiquement. On ne va pas s'étaler là-dessus parce qu'on ne va pas dévoiler sa vie trop privée. Et il nous faut aussi aller vite. Sa vie professionnelle. C'est vrai que je viens d'avoir un nouveau contrat. Bon, ça, je ne pouvais pas savoir. Et on lui demande de mettre de l'ordre dans sa vie familiale et sa vie affective, car sa vie professionnelle n'a pas de problème. Monsieur est heureux, il y a de l'argent. Ce qui est rare ces jours-ci. Bon, c'est une nouvelle réalisation pour lui. Je ne vais pas aller plus loin. Sa santé. Il est en mal d'amour, le pauvre. Pour renaître et être bien et être en équilibre, il faut qu'il mette de l'ordre dans cette affaire. Ses relations avec la société. C'est un dandy.
Bon. Ce qui va arriver dans sa vie dans les 2 mois qui viennent, 2 mois de notre temps, car le temps céleste. Mais c'est vrai que j'ai j'ai un petit côté dandy et excentrique, en effet. Bon, il devrait faire gaffe parce que cette femme-là qui le fait souffrir, est-ce que j'ose le dire publiquement? Il y a des chances qu'il se marie. Carrément quoi? Que je prenne femme. Il va se faire amarrer. Oh là là, la famille va s'agrandir, il y aura réunion de famille. Et le conseil qu'on lui donne. Ah non, ça, ce sera entre toi et moi. Je ne vais pas dire ça publiquement. Bon, tu peux quand même... Non. Ok. Alors là, si la première phase de la consultation convient au consultant, si ça répond à ces questions, à ce moment-là, on continue. Si c'est un homme, on met cette carte. Si c'est une femme, on met cette carte. Si c'est un homme et une institution, bon, ça dépend et les images changent. Et à ce moment-là, on va utiliser ces cartes-là qui vont aller beaucoup plus en profondeur que celles que j'ai sorties avant. Ce sera la deuxième partie. Et pour la troisième partie, on utilise ceci. Et étant donné que son problème est un problème affectif, puisque sur le plan des affaires, il n'y a rien, la santé, elle est équilibrée, sauf qu'il est un petit peu coincé à cause de cette femme-là qui le fait souffrir sans savoir. Il est trop aimé. Il va me donner 4 cartes. La situation, tu mélanges d'abord. Okay. Tu mélanges tes cartes. Toujours avec énergie, au moins 7 fois. Mélanger ces cartes. Au moins 7 fois. Ce n'est qu'un aperçu, hein? Je ne suis pas rentrée en profondeur, comme tu le sais. Ouais. Tu sais comment ça se passe. En effet, je sais très bien comment ça se passe. Okay. 4 cartes. Tu étales. Il faut toujours les étaler, voilà. Tu étales, tu me donnes la carte qui est ta situation avec cette femme qui est très amoureuse de toi malgré tout, hein, malgré la rupture. OK? Tu te rappelles, on a sorti la même carte la dernière fois. Ouais. Les problèmes qui vont avec. L'attitude qu'il doit avoir. On avait sorti celle-là aussi la dernière fois. Oui, ce sont les mêmes, puisque la situation n'a pas changé. Vraiment sorti. La situation n'a pas changé. Mais on a fait le... Mais c'est bizarre. Comment ça va évoluer? Tu te rappelles? Ouais. Comme par hasard, on tombe sur... La résultante sera le total de ce que j'ai sur la table. Totalement Étant bluffé. donné que depuis le moment où j'ai eu à le recevoir en consultation, il n'a pas fait ce qu'on lui avait demandé de mettre en pratique, nous sortons les mêmes cartes. La situation n'a pas changé, elle n'a pas évolué. C'est-à-dire que monsieur reste toujours sur l'expectative. Maintenant, la troisième carte, c'est ce qu'on appelle les cartes de ragot. Ce sont des cartes qui rentrent dans des petites choses qu'on n'aime pas dire aux gens, qu'on ne voudrait pas étaler au public, etc. Et ça va avec ça. Il est évident que pour une raison ou pour une autre, on peut vouloir une réponse immédiate à un problème précis. Quand c'est le cas, que ce soit pour affaires, cas de maladie, problèmes affectifs ou autres, à ce moment-là, j'utilise ces cartes-là. Où là, ça permet de toucher un problème précis. Précis. Et la réponse vient avec tous les détails dont le consultant aurait besoin pour mener à bien ou pour renoncer à telle ou telle situation. Et il y a toujours une carte de support quand le consultant se met en tête que ce n'est pas suffisant. À ce moment, ce sont ces cartes-là qui rentrent en jeu. Il est évident que dans une société, nous n'avons pas tous les mêmes convictions, surtout les convictions religieuses. En effet. Et quand j'ai affaire à des catholiques, ils aiment bien savoir si le céleste est d'accord avec ce qui se passe et les résolutions, les décisions à prendre, etc. À ce moment-là, il y a toujours un conseil donné par les anges. Mais
Alors, ce jeu de cartes représente les anges. Il y a aussi le fait, je dis que depuis que j'ai l'âge de 12 ans, je fais les cartes ouvertement pour les gens. Je me rends compte qu'il y a une peur à utiliser ces 3 cartes-là. Mais j'aime bien les utiliser parce qu'elles sont précises. Qu'est-ce qu'elles signifient, À ces ce cartes? moment-là, et ce sont des cartes auxquelles on pose des questions directes. C'est-à-dire, est-ce que mon consultant peut être enceinte? On va mélanger les 3 cartes et c'est évident qu'elles diront non. Est-ce que mon consultant va gagner au loto? Elle dira oui, ou elle dira peut-être, ou elle dira non. Et très souvent, surtout quand on dit peut-être, il y a des messages qui accompagnent. Et quand on dit non, il y a encore des messages. Mais ce n'est pas moi qui donne le message, c'est le consultant qui me dit. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant. Oui, parce qu'à ce moment-là, il y a toujours un mariage de la pensée qui se fait. J'appelle ça toujours un mariage de la pensée, du consultant et de la personne qui lit les cartes. Donc il n'y a pas une connexion transcendantale. Il y a un climat de confiance qui s'étale au fur et à mesure de la lecture et le consultant baisse la garde. Il ne se rend même pas compte qu'il baisse la garde et ça permet à la personne qui fait la lecture, en l'occurrence moi-même, d'entrer dans son moi intérieur. Mais est-ce que tu peux faire des cartes pour toi-même maintenant? Absolument. Ça m'arrive très souvent. Très, très souvent. Comme ça, je vais... parce que ce qui arrive, on a parlé de mon physique il y a quelque temps, on a parlé des femmes. En affaires, quand on est femme et qu'on est petite, on a des problèmes. On ne vous prend pas au sérieux. Si bien que quand je vais régler une affaire, je regarde dans mes cartes, mes cartes me disent, voilà, tu fais comme ci, tu fais comme ça, tu auras un groupe de 6 personnes, c'est cette personne-là que tu dois essayer d'avoir dans ta sympathie, et c'est celle-là qui prendra la décision. Tu vas t'asseoir à tel endroit, tu feras comme ci, tu feras comme ça. Et ça marche, à coup sûr. Et ça aussi me permet d'aider les gens parce que je fais des séminaires sur les relations publiques, la manipulation positive, le savoir-vivre, l'étiquette. Donc, quand ce sont des hommes qui sont dans la diplomatie, des gens qui doivent représenter Haïti ailleurs, je leur dis, écoutez, vous allez être à tel endroit, vous ferez comme ça, vous ferez comme ça, vous apporterez ceci, vous faites cela, vous apporterez tel cadeau, ça va marcher davantage. Parce que la manipulation positive, c'est tout un domaine à explorer, en effet. Ça permet d'avoir ce qu'on souhaite avoir. La manipulation positive, ça permet de mettre l'autre à l'aise, de lui dire qu'il peut gagner avec vous, que vous n'êtes pas venu pour l'exploiter, mais pour gagner à deux. Et en général, en diplomatie, ça aide énormément. Surtout quand on doit aller à l'ONU ou ailleurs, présenter un discours, ça me permet d'orienter mon consultant, de lui dire, tu vas insister sur telle chose plutôt que telle autre chose, ou telle autre chose, tu feras comme ça, tu feras comme ça. Et quand tu écris maintenant, quand tu es dans ton cabinet d'écrivaine, est-ce que tu fais des cartes pour que l'écriture soit bien conduite, bien menée, pour que tu partes sur une bonne énergie? Non. Ou bien est-ce que tu écris avec ta boule de cristal à côté de toi? Jamais. Pour l'énergie? Jamais. J'ai étudié la musicologie avec Guy Scott. Quand j'écris, c'est la musique qui m'accompagne. Voilà pourquoi dans mes textes, il y a toujours... Il y a une cadence, une musique intérieure. C'est ça, il y a des envolées qui sont tout à fait musicales. Ça m'aide énormément. Mais les cartes n'ont rien à voir avec. Est-ce que dans ta famille, est-ce que ton arrière-petite-fille que j'ai vue hier, est-ce qu'elle commence déjà à manipuler les cartes? Elle est clairvoyante, oui. Elle commence déjà Oui, elle est clairvoyante. Parce que ce qui arrive dans ma famille, en général, les gens ont peur de parler de ça, moi pas. Mes parents ont habité des maisons hantées et je jouais avec les esprits et depuis lors, et souvent je publie des textes qui sont d'amis qui sont partis et qui viennent me voir et qui me disent, dis pour moi ma famille, telle chose. Et la plus belle expérience que j'ai eue, ça a été avec la poétesse Yannick Jean.
qui après sa mort est venue me voir parce qu'elle voulait laisser des messages pour Sito Kavé, qui était son ex-mari, pour sa sœur Chantal et pour d'autres personnes. Non, attends, tu as vu Yannick Jean après sa mort? Mais je la les poétesse vois, Yannick Jean? je les vois, je vis avec. Je vois les esprits, je vis avec. Non, mais les voir comme tu me vois maintenant oui, et les entendre te parler? Oui, mon fils est parti le 3 mai. Il est venu me voir régulièrement parce qu'il voulait me faire un enseignement. C'est un livre que je vais publier bientôt. Ça, c'est... Sur le contact avec la mort. Mais comment tu mets ça? La mort n'est pas effrayante. Mais comment tu mets ça en opposition aux principes scientifiques qui excluent ces possibilités de connexion? De plus en plus, la science admet qu'il y a un être supérieur. De plus en plus, la science reconnaît l'existence de Dieu ou Yahvé, ou on peut l'appeler comme on veut. Cette énergie supérieure. Il y est dit en quelque part dans la Bible que les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles, ils les ont épousées. C'est-à-dire que la science dit qu'il y a eu une évolution qui a amené à l'homme et le cosmos dit qu'il y a eu une influence du céleste, il y a cette énergie qui est venue du céleste. De même qu'il y a des anges qui deviennent hommes, il y a des hommes qui deviennent anges. J'ai une amie qui est à sa 4e réincarnation et elle est un ange. Elle est venue vivre avec son mari 4 fois pour l'aider à évoluer. Attends, je suis totalement bluffé là. Oui. Elle est revenue. Voilà pourquoi je publie des livres sur l'insolite. Mes petites histoires insolites, ce sont des histoires vraies. Je ne sais pas dans le fictif, tout ça. Ce n'est pas dans le fictif. Ce sont des choses qui sont arrivées réellement. La réincarnation 4 fois pour être dans la vie de son mari et toujours elle avait un statut. Pour l'aider à évoluer et le mari sait. Il est conscient, il le sait. C'est l'un des grands maîtres de la franc-maçonnerie ici. Il sait que sa femme est un ange. Il sait qu'il a vécu avec elle dans d'autres vies avant. Ils en sont conscients. Mais comment peut-on avoir cette conscience-là d'avoir vécu une vie avant? Maintenant, actuellement, la science permet aux patients, à partir de machines, de faire un voyage, ceci s'appelle un voyage régressif, pour aider à trouver ce qui a traumatisé ces gens-là afin de mieux les soigner. Mais il y a une limite que les scientifiques ne traversent pas. Cependant, il y a des êtres, quand ils traversent, moi j'appelle pas ça la mort, quand ils traversent, ils passent par ce qu'on appelle l'été, L-E accent aigu, T-H-E accent aigu. Quand tu passes par l'été, on efface ta mémoire. Et ton âme continue à évoluer parce que l'âme ne meurt pas. Certaines personnes ont une partie de la mémoire qui est effacée, d'autres ont une mémoire qui est totalement effacée, d'autres, ce sont des êtres à qui on n'a pas effacé la mémoire. Et quand nous avons des sensations de déjà-vu, voilà, c'est ce que j'allais dire. Quand on a cette sensation de déjà-vu, si on est curieux, on va chercher à remonter le temps pour savoir. Parce que ça se fait. Ça fait des années depuis qu'on écrit là-dessus. Ça fait des années depuis que ça se fait. Et on peut ne pas le faire. Il y a aussi des âmes qui sont à leur première vie. Ouais. Il y a des âmes qui sont très vieilles. Tel est le cas pour moi. Je n'ai jamais été une enfant. Ma mère terrestre, je l'ai beaucoup aimée. Je ne l'ai jamais appelée maman. Parce qu'en arrivant, je savais qu'elle n'avait jamais été ma mère. C'est l'une des personnes que j'ai le plus aimée. Et je dis toujours que si je devais ressembler à quelqu'un, j'aurais aimé que ce soit elle. Parce que j'ai eu un culte de cette femme-là qui pour moi était une femme extraordinaire. Donc pour elle... D'ailleurs, c'était une extra-lucide hors pair. Elle n'utilisait pas de carte. Elle s'asseyait en face de toi et puis elle te sortait sa baffe, comme ça. Elle te regarde et puis elle sent ce qui se passe et puis elle te dit voici comment les choses sont dans ta vie, voici quelles dispositions il faut prendre. La chance que j'ai eue, c'est que mon frère, ma soeur, nous étions frères et sœurs déjà dans d'autres vies. Nous sommes arrivés dans cette vie, nous avons choisi les mêmes parents. Arrivés chez nous, chez nos parents de la terre actuelle,
Ils nous ont vu causer avec des esprits, parler à des esprits. On ne nous a jamais dit ACP, au contraire. Mais tu crois au principe des mauvais esprits? Tu penses qu'il y a des... Voilà ce que je dis. Là où se trouve Dieu, Satan n'est pas loin. Car quand Jésus est allé dans le désert, il a eu 40 jours de jeûne. Après ces 40 jours, Satan s'est approché de lui et lui a dit, voilà tout ce que je peux t'offrir, parce qu'il a pensé qu'il pouvait le tenter. Et Jésus a fait appel à son Père, parce qu'il était homme à ce moment-là. Et Dieu a pensé que c'était un accident de vie. Et il a envoyé un ange. Et depuis lors, on a envoyé Satan dans les ténèbres. Et ceux qui choisissent Satan comme maître, ils prennent le même chemin. Et ils vont donc en enfer tu crois dans l'existence de l'enfer, du feu éternel? Nous parlons de l'enfer. Et justement, ceci a fait partie de l'enseignement que mon fils m'a donné après son départ. Ce qu'on appelle l'enfer, ce qu'on appelle le paradis. Par exemple, le sida, c'est un exemple de l'enfer. Mais ce n'est pas comme nous le disons maintenant. Il faudra lire mon livre quand je le publierai. On attend donc ce nouveau livre, Star Marie-Alice Théard, Star pour voir ce que la vie nous réserve par la manipulation de cartes, par une boule de cristal. Tout se passe à Festival Arts à Pétionville et Star est disponible dans toutes les librairies de la place. J'entends par là particulièrement la librairie La Pléiade. Publié chez Leg Éditions, voici donc un roman à lire, voici donc un univers sur lequel il faut bien vous ouvrir, celui des cartes. Mesdames et messieurs, il faut venir voir Marie-Alice Théard. Merci pour cette belle émission et merci pour cet exercice. Mais ce qui m'a troublé, on a fait l'exercice hier un peu lorsqu'on tournait pour faire ta biographie et j'ai choisi les mêmes cartes sur le deuxième jeu. Ça m'a, comme par hasard. Parce que l'on t'avait conseillé de suivre les conseils de ton médecin, qui en l'occurrence était moi à ce moment-là, et tu n'as pas fait. Et je n'ai pas encore suivi mon médecin. Mesdames et messieurs, le temps de passer à la rubrique Temps Science, Star, Marie-Alice Théard, Leg Éditions, c'est le livre à lire pour cette saison. Allez, respirez, à tout de suite. Mesdames et messieurs, vous suivez toujours Des livres et vous, une émission du livre, pour le livre et par le livre. Nous sommes présentement, comme annoncé dans la rubrique Temps Science, et nous allons parler du temps avec Maître Philippe Volmar. Maître Volmar, il y a beaucoup de temps dans ta vie? Beaucoup de temps et beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur surtout. Et j'ai du temps pour le bonheur. C'est pas malin. Ta révolution du look. Bon. La semaine dernière, c'était jacket. Là, maintenant, c'est la veste classique. Ouais. Voilà quoi. Un peu comme tu le sens, ta tenue. Oh oui, comme je le sens. Comme le temps le veut aussi. Volmar, le temps, c'est donc le sujet qui va nous préoccuper aujourd'hui. La question, mais vraiment de base préliminaire, de quoi parlons-nous quand nous parlons du temps? Bon, eh bien, c'est comme m'avait dit un penseur, et je sais ce qu'est le temps, mais quand on me demande ce que c'est, je ne peux plus l'expliquer. Et eh bien, le temps, c'est cette sensation que nous avons que quelque chose s'écoule. C'est l'un des concepts scientifiques les plus difficiles à conceptualiser, à expliquer, parce que on ne sait pas vraiment ce que c'est dans la science. On sait que, on a l'impression que c'est une succession d'instants, mais dire, voilà, le temps, c'est ça, c'est... Là, on n'a pas encore d'outils conceptuels pour le dire. Parce que déjà on ne peut pas mesurer le temps. On mesure une durée. Ouais. On mesure une durée entre deux événements. C'est ce qu'on fait avec les horloges. Mais on ne sait pas mesurer le temps comme on pourrait mesurer l'espace. Est-ce que, comme pour parler à des enfants, on pourrait dire que le temps est un dispositif qui permet aux événements de ne pas se produire au même moment? J'avais Madame Théard il y a quelques minutes, après tu iras dans ton cabinet. Toi, ces événements-là ne se produisent pas dans un même moment. Est-ce que le temps peut être ça? Si on dit que le temps c'est ça, cela veut dire qu'on est encore au stade newtonien de la définition du temps, qui fait que le temps est absolu.
Or, et dans l'état actuel de nos savoirs, à partir d'Albert Einstein, nous savons très bien que le temps est relatif. Donc, ce qu'on appelle l'instant et le fait que des événements se produisent au même moment, c'est très relatif. Ça dépend du champ gravitationnel, ça dépend de la vitesse à laquelle nous nous déplaçons, car l'espace et le temps, le mouvement ont des effets sur le temps. Pour être plus clair dans ce que je dis, par exemple, quelqu'un qui se trouve plus loin du champ gravitationnel de la Terre, le temps s'écoule plus rapidement pour lui que ceux qui sont plus près. Donc, ce qui veut dire, toi et moi, on est plus près du sol. Quelqu'un qui est au 20e étage n'éprouve pas le temps de la même façon, sauf que ce n'est pas perceptible. Oui, mais là, les différences sont imperceptibles. De l'ordre de millionième, de milliardième de différence. On ne s'en rend pas compte. C'est comme si tu disais, celui qui est au sommet de Marriott, le temps ne s'écoule pas de la même manière pour lui que celui qui est au rez-de-chaussée. Voilà, ce qui se passe, c'est que celui qui est tout en haut, le temps s'écoule plus vite, alors que le temps s'écoule plus lentement pour celui qui est en bas. Mais les différences deviennent perceptibles quand nous laissons la planète. Au fait, les différences sont perceptibles aussi sur la Terre, mais il faut des appareils pour ça. Par exemple, il y a ce qu'on appelle l'horloge atomique qui mesure le temps, je me permets de dire mesure le temps, qui mesure une durée de l'ordre de milliardième, de millionième, ce qui veut dire d'une précision extraordinaire. Ouais. Donc, on arrive à percevoir ce genre de différence. Mais cette différence est encore beaucoup plus perceptible avec les satellites. Et, par exemple, pour les satellites de géolocalisation, ce qu'on appelle GPS. Donc, on est obligé de prendre en compte cette différence temporelle qui fait que le temps de celui qui utilise le GPS sur son téléphone ou dans sa voiture, le temps de cette personne n'est pas le temps du satellite qui, lui, est beaucoup plus éloigné du champ gravitationnel de la Terre. Donc, alors là, Maître Volmar, nous sommes sur un plateau de télévision, nous sommes dans un espace, c'est-à-dire avec une longueur, avec une largeur, avec une hauteur, ça fait déjà 3 dimensions. 3 dimensions. Et avec Albert Einstein, nous avons comme idée du temps qui serait une 4e dimension. Tout à fait. Et c'est ce qui fait que certains scientifiques, des théoriciens de la physique sont en train de réfléchir sur le fait qu'au fait, le temps n'existerait pas, mais ne serait que notre façon de percevoir une 4e dimension de l'espace. Ce qui fait que le temps ne serait qu'une expression de l'espace. Oui, c'est une expression qu'un élément constituant l'espace. Oui, c'est une autre dimension, ce qui fait que c'est une dimension à 4 et à 4. C'est un espace à 4 dimensions, excusez-moi. Donc là, nous avons l'impression de vivre dans un espace à 3 dimensions, mais pourtant, ces 4 dimensions, cette 4e, nous le voyons comme le temps qui s'écoule. Parce qu'au fait, rien ne s'écoule. Mais ce sont des théories pour l'instant. Mais ce sont des théories qu'on commence à réfléchir dessus à partir d'Einstein, qui fait que l'espace et le temps, comme l'avait cru Emmanuel Kant par exemple, comme a priori, ne sont pas des entités différentes. Au contraire, c'est la même chose. C'est une seule entité faite d'espace et de temps. Et la raison est tellement... on peut donner des exemples assez banals, comme par exemple le fait que si je te donne un rendez-vous, je suis obligé de te donner 2 informations. L'espace, où est-ce qu'on va se rencontrer, et le temps. Et le temps. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que Albert Einstein s'est rendu compte que plus on va vite dans l'espace, et moins le temps s'écoule. Et ou si on se trouve près de champs gravitationnels, par exemple les trous noirs, plus on s'approche d'un trou noir et plus le temps s'écoule. Ce qui sous-entend que si les hommes arrivent à construire un vaisseau qui circule presque à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 300 000 km à la seconde, donc nous quittons la Terre, celui qui reste sur la Terre vieillit plus vite que celui qui est dans ce vaisseau qui circule à la vitesse de la lumière. On a appelé ça le paradoxe du jumeau. On laisse un jumeau et on va avec l'autre, et puis lorsqu'il revient, il pourrait rencontrer son frère jumeau vieux de 50 ans, alors que lui, il a vieilli peut-être d'une dizaine d'années. Vous voyez, donc ça, c'est ce qui fait que le temps n'est plus ce que l'on croit vraiment. C'est pas il est 4 heures pour moi, donc il est 4 heures pour toi aussi. Ça se produit parce que dans le monde dans lequel nous vivons, on est vraiment minuscule par rapport à tout l'univers, et l'énergie que nous utilisons pour nous déplacer, on ne va pas aussi vite pour pouvoir percevoir et que cette différence, cette relativité du temps nous dérange. Mais il y a des films, par contre, qui nous permettent d'avoir cette impression. Et il y a par exemple le film de Christopher Nolan
Interstellar, qui permet de vivre cette sensation où un scientifique, pas un scientifique, un pilote de navette spatiale a eu une mission pour découvrir d'autres planètes, mais ce sont des planètes qui se trouvent près d'un trou noir. Le fait de passer 1 heure de temps seulement sur la planète équivaut à 10 ans sur la Terre. Donc, sa fille a déjà grandi de 10 ans. Donc, ça nous permet de voir que ce que nous pensons et que nous sentons du temps, cette sensation qu'au moment où je te parle, au même moment, il y a peut-être un extraterrestre à l'autre bout de l'univers qui est en train de parler à quelqu'un d'autre aussi, cette sensation-là, ce n'est pas vrai. Mais là, tu mets en crise le paradigme de la simultanéité. Voilà, c'est exactement ça. Quand on parle de simultanéité, il faut prendre en compte le fait que nous sommes dans le même référentiel. Par exemple, nous sommes tous sur la Terre et si nous nous déplaçons tous à la même vitesse et nous subissons le même champ gravitationnel, on peut parler de simultanéité. Mais si on modifie, ne serait-ce qu'un paramètre de ce que je viens de dire... Pour les astronautes, par exemple, qui sont dans l'espace, le temps ne s'écoule pas de la même manière pour eux que pour nous sur Terre. Non, mais eux, ils sont déjà dans notre futur. Ils sont déjà dans notre futur. Oui, et nous sommes déjà dans leur passé. Donc, ce qui veut dire que nous ne vivons pas le même temps. Et chose étonnante, la Terre gonfle, se déforme de temps en temps sous l'effet de la gravitation, d'autres planètes, du Soleil, etc. On arrive à percevoir ces déformations à partir du temps. Parce que si la Terre gonfle à la verticale, par exemple, je dis ça comme ça, le temps se modifie quand la Terre prend une autre forme. Donc on arrive à détecter des différences de temps sur la Terre rien qu'avec le mouvement du sol. Et ce qui se passe aussi avec le temps, bien que ça soit une dimension dans l'espace, le temps, ça nous tue quand même, Maître Volmar. C'est dans le temps qu'on meurt. Autant que le temps passe, autant que notre organe périt, dépérit, pourrit. Tout à fait. Mais la grande question serait de savoir est-ce que c'est le temps qui le fait ou ce qu'on appelle en physique la thermodynamique, qui fait que tous les corps tendent à tendre vers de plus en plus de désordre. Alors, ce qu'on appelle désordre en physique, c'est le fait qu'on a de moins en moins de résultats cohérents, quoi, je peux le dire comme ça. Donc, mais le vieillissement, Maître Volmar, le vieillissement est facteur du temps. C'est dans le temps qu'on vieillit. Au fait, c'est la grande question. Est-ce qu'on vieillit dans le temps ou est-ce que la thermodynamique n'est ce qui nous donne cette impression qu'un temps s'écoule? Parce qu'actuellement, c'est ce que j'ai dit au début, la grande question, c'est de savoir est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'appelle temps et qui s'écoule ou est-ce que c'est notre façon de percevoir un espace à 4 dimensions? Et puis ensuite, il y a aussi les grandes questions de voyage temporel. Qui sont aussi posées, comme par exemple Stephen Hawking, qui a de regretter mémoire, un scientifique très brillant, après Albert Einstein, il est le plus populaire. Donc, il avait parlé du paradoxe du grand-père. Si je vais dans le passé et que je tue mon grand-père, est-ce que je serai vivant lorsque je reviendrai à mon temps? Le truc, c'est que si je tue mon grand-père, donc je n'aurai pas de père. Donc, si je n'ai pas de père, je ne peux pas exister. Si je n'ai pas existé, donc je ne peux pas tuer mon grand-père. Donc, j'existe en même temps. Non, mais c'est compliqué du coup comme équation scientifique et comme dynamique philosophique. Ah, oui. Mais c'est quand même très bien de saisir les processus biologiques dans tout ça par rapport au temps. Parce que si ça se trouve, la vie est une seule journée, Maître Volmar. Oh, la vie est peut-être une seule journée. Ça existe déjà. Il y a des espèces qui, toute leur vie, se déroule pendant une journée. Ouais. Et ils ont la même impression que nous qui vivons peut-être 50 ans. Du coup, pour nous, quand il fait jour, quand il fait nuit, il ne s'agirait là que d'illusions métaphysiques. Oh, mais non, nos sens nous trompent. Voilà pourquoi je suis d'accord avec Bergson sur sa grande différence entre le temps et la durée. Donc nous percevons une durée et cette durée peut se dilater tout en se contractant. Comme par exemple, on ne voit pas le temps filer quand on regarde un match de foot. Ouais. Pendant ce temps, on a l'impression que le temps ralentit quand on est obligé d'écouter quelqu'un qui dit des trucs qui ne nous intéressent pas. Donc, et c'est comme pour un trajet. Lorsqu'on prend un trajet pour la première fois, si on va à Gros-Morne ou à Port-de-Paix, à l'aller, on peut trouver le voyage long. Oui, oui. Au retour, bizarrement, les mêmes illusions sensorielles, on trouve que le voyage est court. Oui, oui. Sauf que là, ce n'est pas vraiment une perception du temps, mais c'est une perception de la durée. Alors, c'est précisément une perception qui fait que quand nous essayons de percevoir le temps, nous avons cette sensation de durée et qui donne sens à nos vies et nous réfléchissons, nous pensons autour de la durée, mais le temps de la physique
Là, c'est une autre question. Mais qu'est-ce qu'on va faire, Maître Volmar, du fait que notre conscience ne peut pas supporter le temps continuellement? À un moment, on doit dormir, Maître Volmar. Nous ne pouvons pas rester dans le réel. On ne peut pas durer dans la vie. C'est comme si la mort était notre lieu de confort par excellence, vu que si on ne dort pas, on ne va pas bien. Alors, déjà, le problème qui se pose avec cela, c'est déjà assez phénoménologique, c'est où se situe la conscience. Est-ce que la conscience est dans le temps? Parce que la réflexion, c'est de savoir, le temps, c'est l'écoulement de tas d'instants. Donc, c'est comme on a l'impression que le présent n'existe pas. Parce qu'au moment même où le présent entre à l'existence, eh bien, le présent disparaît immédiatement. Donc, cette conscience se trouve, c'est comme un film à travers lequel passe le ruban et que la conscience devient comme ce qui essaie de percevoir un présent qui n'arrête pas de fuir. Donc, c'est comme si la conscience pourrait être même métaphysiquement plus élevée que le temps, parce que le temps file à travers lui-même. Et si ça se trouve, le présent n'est qu'une ruse du passé. Peut-être que nous ne sommes que des êtres du passé. Même quand nous parlons, tu vois, même quand est déjà dans le passé. Nous parlons, les gestes que nous faisons, ça tombe tout de suite dans le passé. Donc on ne peut pas parler du temps et sur ce point-là, et en parlant de la conscience, sans revenir au concept de durée. Donc, parce qu'il y a toujours notre mémoire. C'est ce qui nous donne cette impression de percevoir un passé. Mais en réalité, ce n'est que des événements qui sont gravés dans notre mémoire à travers nos neurones. Et nous avons cette sensation de pouvoir toucher ce passé rien qu'en faisant appel à nos souvenirs. Et en même temps, cette sensation de pouvoir voir à travers le temps et d'imaginer le futur par l'imagination. Imaginer le futur par l'imagination. Merci, Maître Volmar. Qu'est-ce que le temps? Tour d'horizon pour comprendre que le temps n'est jamais ce que nous pensons qu'il est. Il y a toujours un temps qui est hors de notre portée. Mais le temps qui est à nous, c'est au moins le temps de la lecture. Le temps pour se consacrer aux choses de l'esprit. Je vous le redis, on n'a jamais vu quelqu'un mourir parce qu'il lisait, parce qu'il était intelligent. Je vous invite à charbonner votre intelligence, à vous investir en vous-même. Permettez maintenant que je remercie le staff technique qui me permet de vous présenter cette émission de façon hebdomadaire. Gardons bonheur, restez toujours dans cette attitude. Dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres et vous.